Il fut un temps où, quand vous demandiez à un Marocain d'immigrer pour faire valoir ses compétences ou tout simplement pour vivre mieux, il n'était pas rare de s'entendre répondre Gtran Bladi ou la Asel El Buldan, proverbe maghrébin dont le sens peut se traduire approximativement comme suit. Mieux vaut vivre misérablement ou modestement dans mon pays que de vivre dans l'opulence à l'étranger. Ce fut quand même une étrange réponse de la part de musulmans dont la religion fut protégée et épanouie dès ses débuts grâce à la migration, d'abord celle des quelques compagnons du prophète vers un pays chrétien, l'Éthiopie, puis par celle du prophète lui-même et du reste de ses disciples de la Mecque vers une ville païenne dans le temps, Médine, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut accueilli comme messager de Dieu. C'est d'autant plus étrange d'entendre des Maghrébins parler ainsi, alors que l'apologie de la mobilité humaine est faite au sein même du Coran. Dans la sourate 49, Al-Hujurat, au verset 13, voici une traduction approximative de l'extrait. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous puissiez vous entreconnaître. Mais le dégoût suscité par la migration chez certains Maghrébins s'expliquerait davantage par le traitement subi par les immigrants maghrébins, surtout en France, qui furent exposés d'abord à la morgue et au mépris, puis ensuite à une haine viscérale exacerbée par l'émancipation des pays maghrébins suite à une indépendance, quoique cette indépendance fut atténuée par une interdépendance imposée par les accords souvent du genre diktat, garantissant surtout les intérêts du colonisateur. Donc la question ne serait pas d'immigrer ou de ne pas immigrer, mais plutôt la question est devenue où immigrer. Et avant de répondre à cette question, il serait pertinent d'ouvrir une petite parenthèse pour aborder rapidement le chapitre sombre du colonialisme européen, tout en comparant deux mots coloniaux, dont le moindre mal serait peut-être le mal anglais. L'anglais coloniserait spécifiquement pour des intérêts économiques et stratégiques. Et pour préserver ses intérêts et optimiser l'exploitation des richesses du pays colonialisé, il allait jusqu'à chercher la complicité des populations sous sa domination. Et ce, en les éduquant pour mieux les intégrer dans son système économique colonial. Mais tout en préservant les coutumes, les religions et les cultures de ces pays occupés. Quant aux Français, et en plus des motivations coloniales originelles, lui, il ne se contenterait pas juste d'éduquer l'occupé pour en faire un ouvrier modèle. Mais il se croit en plus investi par la mission de civiliser les peuples colonisés qui sont de facto considérés comme des sauvages, et ce, au dépit de leur propre civilisation multiséculaire. Et du coup, les enfants indigènes, comme ils sont catalogués, découvrent à l'école des aberrations du genre que leurs ancêtres furent des Gaulois aux yeux bleus et que leurs seuls ennemis héréditaires sont, hélas, les voisins immédiats. Pour faire vite et afin de fermer au plus vite cette boîte de Pandore, voici que la Première Guerre mondiale éclata
et ne se termina que suite à l'intervention des Américains aux côtés des Anglais et des Français. Ces derniers, en guise, c'est-à-dire les Américains, en guise de reconnaissance, mirent sur la table la proposition de créer une Société des Nations, SDN, avec l'objectif non avoué d'en faire leur jardin d'influence où pourraient s'épanouir de nouveaux pays émancipés qu'ils pourraient séduire par la suite. Les pays colonialistes du vieux continent qui ont vu de loin les Américains arriver sur leur gros sabot et leur mentalité de Far West étouffèrent le bébé SDN dans l'œuf. Et le président Wilson, le président américain dans le temps, se retourna cuver sa frustration à Washington. Mais voilà que 22 ans après, rebelote, la Deuxième Guerre mondiale éclata à son tour, et l'adversaire, cette fois-ci, semble beaucoup plus coriace. L'armée française fut balayée en moins de 2 et l'Angleterre, qui s'échappa de justesse à Dunkerque, en Belgique, se trouva à la merci des bombardiers allemands et menacée d'invasion par l'ennemi. Churchill fut déterminé d'impliquer une fois de plus les Américains dans ce conflit européen, et ce, coûte que coûte. Pour ce faire, il commença par récupérer au passage de Gaulle, le reconnaît comme seul représentant de la France, puis il s'en alla convaincre les Américains que le pari continue avec la France malgré les gesticulations de Pétain qui a déposé les armes devant les Allemands et qui est devenu leur pantin à Vichy. Les Américains se sont laissés supplier et n'auraient cédé qu'une fois. Ils eurent obtenu, entre autres, premièrement, la garantie de la renaissance de la défunte SDN de ses cendres sous le nom d'Organisation des Nations Unies, et deuxièmement, la consolidation du membership de cette organisation par de nouveaux pays émancipés grâce à la charte de cette nouvelle institution internationale. Or, où trouver des nouveaux pays à émanciper, sinon en démantelant les colonies des pays européens dont la France et la Grande-Bretagne ne sont pas les moindres. Devant l'inquiétude franco-britannique, les États-Unis auraient fait la promesse de laisser les deux grands colonisateurs européens garantir leurs intérêts à travers des accords d'indépendance qu'ils auront tout le loisir de conclure avec leurs anciennes colonies. Et comme gage de bonne foi de la part des États-Unis, ces derniers leur offrirent le privilège de veto au Conseil de sécurité à titre de moyen de dissuasion au cas où certains indépendants tirent trop sur la corde de l'indépendance. Il est à souligner que dans le cadre de sa nouvelle stratégie de leader mondial, les États-Unis s'attribuent également ce privilège de veto, tout en l'offrant également à la Russie pour ses grosses pertes humaines face aux nazis, et à la Chine pour son engagement contre le Japon, contre qui les États-Unis continuent encore de se battre en 1945. Mais l'Angleterre, elle avait déjà son plan B tout prêt pour contrer les manigances américaines. Aussi, après la victoire contre le camp nazi, et après avoir sécurisé ses intérêts dans ses anciennes colonies, en réprimant quelquefois dans le sang certains mouvements indépendantistes, comme ce fut le cas en Malaisie par exemple, la Grande-Bretagne finit par accorder l'indépendance à la plupart de ses anciennes colonies en prenant toutefois le soin de bien les arrimer au Commonwealth. C'est ça son plan B. Mieux, en pleine guerre froide,
et pour contrer l'influence de l'ex-URSS au sein de l'ONU, l'Angleterre est allée jusqu'à octroyer l'indépendance à plusieurs micro-pays aussi minuscules que Saint Kitts and Nevis, dont la superficie n'excédait guère de 161 km², et dont la population n'excédait pas 60 000, pas millions, 60 000 habitants. C'est un petit pays que personnellement j'avais fait le tour en la moitié d'une journée à peu près. Mais ce genre de pays avait obtenu une voix au sein de l'ONU au même titre que n'importe quel autre pays, comme la Chine par exemple. Alors, en cette fin de conflit, de deuxième conflit mondial, quitte de la France. Qu'est-ce qu'elle fait la France? La France octroya plus ou moins facilement l'indépendance au milieu des années 50 à ses anciens protectorats, la Tunisie et le Maroc par exemple. Mais pour le reste, il a fallu plus qu'un Dieu bien fou pour faire lâcher prise à cette nation qui se veut civilisatrice. Résultat, un froid avec les États-Unis, une méfiance de De Gaulle vis-à-vis de ce qu'il appelle machin et qui est l'ONU, et le début du chemin de croix des immigrés d'origine maghrébine en France, et même pour les citoyens français d'origine maghrébine. Chemin de croix que certains Machiavel ne cessent jusqu'à nos jours d'agrémenter d'épines, et ce, en entremêlant dans les discours xénophobie, haine, Moyen-Orient, blessures mal cicatrisées et héritées des guerres coloniales, terrorisme, islamisme, islam radical, etc., etc., et ce, au point où certains Maghrébins se mirent carrément à renier leur identité pour passer inaperçus dans le pays de Marianne, tandis que d'autres choisirent de s'en aller plus loin, guidés par leur quête de trouver un havre de paix parlant la langue de Molière. Cette langue que la quête coloniale civilisatrice de jadis leur greffa profondément dans l'âme et dans la mémoire. Mais le virus de la haine semble avoir eu la même idée, et en mutant en islamophobie, il transcenda ses frontières historiques et s'en alla même jusqu'en Amérique. Il ne resta alors à certains Maghrébins, souvent les plus diplômés et les plus expérimentés, que la possibilité de se tourner vers des pays anglophones ou vers d'anciennes colonies britanniques, et l'une de ces ex-colonies britanniques n'est d'autre que la Malaisie, qui figurerait aujourd'hui dans le palmarès des 7 pays du monde où il fait le mieux d'immigrer. Ce qu'on appelle dans le temps l'Union malaise obtient son indépendance de la Grande-Bretagne en 1957, presque en même temps que plusieurs anciennes colonies françaises. Mais au lieu d'hésiter, comme plusieurs parmi ces colonies françaises, à rester sur le neutre, engager la première ou la marche arrière, au lieu de passer à côté de certaines unions régionales, l'Union malaise, elle, se fédéra à Sabah et Sarawak, 2 pays nouvellement indépendants en 1963 et qui se trouvent à son est, séparés juste par la mer de Chine du Sud. Ces pays qui obtiennent leur indépendance en 1963 se joignent à l'Union malaise pour former la même année la Malaisie.
Depuis, et après quelques réajustements suite à quelques crises post-coloniales, sortie de Singapour de l'Union et émeutes ethniques en 1969, la fédération malaisienne opta pour une économie planifiée, s'appuyant sur des plans quinquennaux, qui lui permirent de passer en l'espace de 25 ans de pays en développement à un pays complètement développé. La Malaisie commença tout d'abord par développer son secteur agricole, ce qui lui permit d'assurer sa sécurité alimentaire tout en satisfaisant une population rurale qui était d'environ 85% dans le temps de la population malaisienne totale. Les bienfaits ne tardèrent pas à se manifester, comme le souligne à titre d'exemple les chiffres suivants que nous avons pris sur Wikipédia. Bon, les exportations à l'échelle mondiale de 56% de l'huile de palme, de 78% de caoutchouc, de 79% de poivre, de 90% de l'écorce de quinquina, de 73% de copra, c'est les noix de coco séchées, et de 16% de thé. Il est à souligner cependant qu'une fois le secteur agricole renforcé, la Malaisie changea son fusil d'épaule et se mit en devoir de diversifier son économie et de l'étendre à d'autres secteurs comme le secteur manufacturier et de services. Et ce, en copiant ce qui se passe juste à côté d'elle, au Japon par exemple, et dans certains autres pays de l'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, l'agriculture n'emploie plus que 10% des 16 millions de la population active malaisienne. Il ne contribue qu'à environ 8% du PIB de plus de 420 milliards de dollars. Avant le secteur agricole vient maintenant l'industrie qui contribue à environ 36% du produit intérieur brut et emploie environ 27% de la population active. Ça, ce sont des chiffres de la Banque mondiale de cette année 2022. La Malaisie se taille aujourd'hui une importante part dans la fabrication et l'exportation des semi-conducteurs, branche industrielle qui, avec la réaction musclée du gouvernement, l'avait sauvé lors de la crise asiatique des années 1990. On se souvient peut-être que le gouvernement malaisien avait expulsé les experts du Fonds monétaire international qui voulait lui imposer une certaine politique de réajustement. Il avait verrouillé le pays et avait imposé ses propres mesures de redressement économique, mesures drastiques, certes, mais qui lui permirent de sortir le premier comme pays de la crise parmi les pays de la région dits les tigres asiatiques. Le secteur industriel est maintenant très varié et va de la production des semi-conducteurs que nous avons cité tout à l'heure à la fabrication d'automobiles. Dans le pays, possède actuellement 2 constructeurs nationaux plutôt qu'un. Et cette diversification de l'industrie passe par d'autres produits tels que les appareils électriques, les logiciels et même l'armement. En effet, la Malaisie a compris qu'il pourrait compter beaucoup plus sur elle-même que sur des pays qui tiennent à laisser la région désarmée. Donc, elle s'est mise à fabriquer des armes légères pour sa propre consommation. Mais c'est le secteur des services qui remporte maintenant la palme d'or dans l'économie malaisienne.
Alors, ce secteur emploie en effet plus de 63% de la population active et contribue à plus de 55% du PIB. Et toujours selon la Banque mondiale et ses chiffres de cette année 2022. Ce secteur est également très varié et va des finances 22e place mondiale selon le Global Financial Centers Index, au tourisme, plus de 26 millions de touristes en 2019, ce qui a fait de la Malaisie l'une des principales destinations touristiques de l'Asie du Sud-Est, et ce, en passant par d'excellents services de santé et de transport qui profitent d'une infrastructure parmi les plus modernes du monde. En résumé, et selon une analyse de la Direction générale du Trésor du ministère de l'Économie et des Finances et de la Relance française, le succès de l'économie malaisienne s'expliquerait par, et nous citons, premièrement, une stabilité politique et un cadre institutionnel très solide. Deuxièmement, une ouverture aux investissements directs étrangers soutenus par un dispositif performant d'aide d'État centré sur les services. L'industrie électronique et l'industrie de production avalent à partir des ressources naturelles locales, les hydrocarbures, l'huile de palme, le caoutchouc, le tout bénéficiant, bien sûr, de solides et modernes infrastructures. Et troisièmement, une politique macroéconomique prudente, notamment en matière d'inflation, moins de 4% en 2017, de déficit public 3% en 2017 et d'endettement public qui se situe autour de 54% du produit intérieur brut. Ainsi, et quatrièmement, d'une population jeune dont l'âge médian se situe à 28 ans et technophile parlant très bien l'anglais. Nous mettons en exergue de notre côté le très faible taux de chômage dans le pays en pleine crise de la Covid-19, moins de 3%. Entre 2020 et 2022, l'ouverture sur la diversité et le respect des croyances et des cultures de tous ses citoyens, et ce, malgré le fait que l'islam est la religion d'État garantie par la Constitution. Mais cette Constitution garantit également la liberté de religion. De ce fait, la Malaisie devient un pôle d'attraction non seulement pour les compétences musulmanes, mais aussi pour celles de toutes les religions et de toutes les cultures. La Malaisie a d'ailleurs plutôt hérité d'une diversité ethnique importante de la colonisation britannique, qui avait importé des ouvriers de ces autres colonies comme l'Inde et la Chine par exemple, mais ces ouvriers, après, au terme de leur contrat, sont restés sur place et sont devenus actuellement citoyens de la Malaisie. Et c'est ainsi qu'à l'instar d'autres pays du Commonwealth comme Trinidad et Tobago, par exemple, on fête aujourd'hui officiellement dans la Fédération malaisienne aussi bien le Diwali que le Tet, la nouvelle année chinoise, les fêtes chrétiennes et les fêtes religieuses musulmanes. En outre, et de par son succès économique ainsi que de sa diversité, la Malaisie, tenez-vous bien à prouver que ce n'est pas la religion qui maintient les pays dans ce développement, mais ce serait le manque de vision chez ses leaders, la paresse et le fatalisme chez certains peuples, ainsi que le manque d'ouverture sur la différence et sur la diversité. Aussi, et contrairement à plusieurs pays musulmans qui ont sombré dans la pauvreté après la colonisation, la Malaisie a fait montre d'un épanouissement économique qui,
au lieu de susciter la jalousie chez certains, devrait leur servir comme exemple. Après ce petit discours, certainement il y a des personnes qui veulent déjà aller en Malaisie et qui commencent à se demander est-ce qu'ils auraient ou ils n'auraient pas besoin d'un visa pour pouvoir entrer dans ce pays. Bon, bon, tous les pays du Commonwealth ainsi que plusieurs pays dans les pays maghrébins n'ont pas besoin de visa pour visiter la Malaisie en tant que touriste. Cependant, pour travailler en Malaisie ou pour pouvoir y étudier, un visa de travail ou d'études est nécessaire. La connaissance de la langue locale, la langue malaise, n'est pas obligatoire, elle n'est pas nécessaire. Mais pour pouvoir communiquer et travailler en Malaisie, il faut impérativement parler et écrire anglais. Pour les études et pour le travail, il vaut mieux avoir un visa avant d'arriver au pays. Mais c'est possible aussi d'obtenir ce genre de visa dont la durée varie de 6 mois ou de 2 années quelquefois jusqu'à 5 ans, renouvelable sur place. Vous pouvez avoir ce genre de visa à partir de la Malaisie. Si vous arrivez, comme je dis, à signer un contrat de travail avec un particulier ou avec un employeur, qu'il soit une société ou qu'il soit un particulier, ou si vous vous inscrivez dans une des institutions d'enseignement, université, école technique, etc., qui, soulignons-le, offre beaucoup de facilités pour les étudiants étrangers. Par ailleurs, la vie n'est vraiment pas chère en Malaisie, comparativement aux pays occidentaux et même à certains pays de la région comme le Japon ou même comme la Thaïlande que les touristes connaissent comme un pays où il fait vraiment très bon de vivre. On peut par exemple manger avec 1 à 3 dollars par repas, parfois moins, ou louer une maison avec 2 chambres à coucher entre 200 dollars et 600 dollars et même parfois moins que ce prix-là. Quant au centre-ville de Kuala Lumpur, par exemple, on peut y trouver un meublé de la même taille à partir de 1000 dollars et parfois beaucoup plus. Un bon indicateur du coût de la vie serait peut-être l'essence. Alors, au début de ce mois d'avril 2022, son prix à Kuala Lumpur est d'environ 0,70 dollars canadiens. C'est moins qu'un dollar canadien et c'est aux alentours de 5 dirhams marocains. Quant au salaire mensuel, eh bien, il varie en fonction de la spécialisation et de l'expérience, entre 1000 dollars à plus de 6000 dollars, quelquefois jusqu'à 10 000 dollars pour les travailleurs qualifiés. Pour le reste, les salaires se situent approximativement entre 250 dollars et 1000 dollars par mois. Petite remarque, les revenus gagnés à l'extérieur de la Malaisie ne seraient pas imposés. Bon à savoir pour les retraités qui veulent finir leur vie à juste 200 km de l'équateur dans un pays où les températures moyennes fluctuent entre 27 degrés et 32 degrés Celsius et où il fait bon de se baigner toute l'année ou presque dans des eaux limpides de 29 degrés en moyenne et fouler un sable fin et blanc s'étendant sur des kilomètres et des kilomètres de plage. Il est possible pour un étranger d'obtenir la citoyenneté malaisienne. Pour cela, il faut qu'il renonce à toute autre citoyenneté acquise ailleurs et résider au moins 10 ans accomplis des 12 dernières années précédant sa demande de citoyenneté. Pour ceux et celles qui tiennent quand même à garder leurs racines, il est toujours possible d'obtenir la résidence permanente au pays, et ce en résidant
au moins 5 années successives dans ce pays. Une fois cette condition remplie, on obtient un visa de 10 années renouvelable à échéance. Un autre moyen beaucoup plus rapide d'obtenir la résidence permanente serait par voie de mariage avec une personne possédant déjà la citoyenneté malaisienne et résidant sur place. Pour en savoir plus et d'une manière officielle et précise sur le visa et la résidence permanente, aussi bien que sur la citoyenneté, je vous conseille de visiter le portail officiel dont l'adresse s'affiche juste après ce petit mot. Pourquoi ce plaidoyer en faveur de la Malaisie? J'avais séjourné en France entre 1975 et 1977 en tant qu'étudiant et dans un temps où il était très facile pour un Marocain d'y entrer, même sans visa, d'y travailler et de s'y établir définitivement. Or, une fois mes études terminées, je suis rentré au Maroc illico presto, convaincu qu'un jour la haine qui touchait déjà une frange de l'immigration maghrébine va s'étendre aussi aux Marocains, et ce malgré le toi tu es marocain, tu es différent, un mot qui se voulait rassurant de la part des Français vis-à-vis des Marocains comme moi. En 1986, je découvrais le Canada par hasard, presque, suite à une formation de 5 semaines environ en milieu de travail au service hydrographique du Canada à Ottawa. Dans le temps, la division de la cartographie marocaine comptait ouvrir un bureau de cartographie marine en partenariat avec la Marine royale marocaine. Et nous avions décidé de profiter de l'expérience de certains pays amis, dont la France, le Canada et les États-Unis, dans ce domaine-là. Alors, j'ai eu le coup de foudre pour le Canada, et ce, au point de remettre en question ma conviction que mieux vaut vivre modestement dans mon pays d'origine que de vivre dans l'opulence à l'étranger. C'était le genre de réponse que je donnais à toutes les personnes qui me demandaient pourquoi tu n'immigres pas, pourquoi tu n'es pas resté en France, etc. J'étais contre l'immigration, tout simplement. En 1991, soit 3 années après mon retour d'un autre stage en milieu de travail aux États-Unis qui avait duré 7 mois, je fais le saut et abandonner tout au Maroc pour m'installer définitivement au Québec et recommencer une nouvelle vie dans un pays où on peut, entre guillemets, vivre l'Amérique en français et vivre en tant qu'Américain en parlant le français. Me disais-je, comme beaucoup de Maghrébins qui ont fait le même choix, soit en quittant leur pays de naissance, soit en fuyant la France où ils commencent à faire, enfin, il commence à être vraiment difficile de vivre, surtout son islam. Le 29 janvier 2017, oui, le 29 janvier 2017, j'atterris à Montréal en provenance d'un voyage de travail à l'étranger, et je fus sidéré en apprenant la tragédie entre le chemin entre l'aéroport et la maison.
d'apprendre que enfin, il y avait un terroriste d'origine québécoise malheureusement qui est rentré dans la grande mosquée de Québec et qui a ouvert le feu sur les gens en train de faire leur prière. Et de me demander sur le coup où est passé mon Canada, celui avec qui je suis tombé en amour dès le premier regard en 1986. Les choses commencent à changer sérieusement. Enfin, c'est c'est l'impression qu'on a avec aussi tous les débats. Pratiquement, il ne se passe pas une année où il n'y a pas un débat sur l'islam qui touche les musulmans résidant au Canada en général et au Québec en particulier. Bon, le 20 mai 2018, j'atterris à Kuala Lumpur en plein Ramadan pour un séjour d'environ 2 semaines. Je découvre des mosquées côtoyant des temples hindous et des temples chinois. J'ai découvert une majorité d'un peuple qui jeûne le jour et remplit les mosquées le soir, alors que des minorités mangent librement en pleine rue et en plein jour, quelque chose qu'on ne peut pas voir par exemple au Maroc. Alors que d'autres personnes parmi ces minorités viennent à la mosquée au coucher du soleil. J'en ai connu un qui s'est assis à côté de moi un jour dans la mosquée Jamek. C'est ça, je crois que c'était la plus ancienne mosquée de Kuala Lumpur. Et c'est lui-même qui m'explique qu'il était hindou et qu'il vient juste pour le repas. Alors, juste après l'appel du muezzin, on servit le repas et là on a pris deux et il est parti. Ben, il n'y a personne qui avait fait quoi que ce soit. Au contraire, les gens tous souriaient. C'est ça, c'est extraordinaire. Chez ce peuple-là, les gens sourient durant le mois. Mon séjour en plein ramadan, je n'ai jamais vu des personnes en train de se quereller, par exemple, ce qui est vraiment courant dans certains pays du Maghreb tout au long du mois de ramadan. Bref, j'ai découvert que l'islam tel que je le conçois, tel que je le vis et, et dont je rêve pour tout chacun, euh, c'est un islam qui existe toujours, un islam de paix et de fraternité. Il se vit ici à Kuala Lumpur et non seulement à Kuala Lumpur, mais aussi loin de Kuala Lumpur qu'à Singapour, par exemple, où je fis une escapade d'un week-end durant mon séjour. Et là, elle vit toujours une minorité musulmane, mais qui est aussi bien traitée que les autres minorités en Malaisie. Et du coup, cette question se posa pour moi, si c'était à refaire. Sûr, je l'aurais refait, mais c'est trop tard pour moi. Je n'ai plus le temps ni la force de tout remettre en question. Il ne me reste que le temps de prêcher, de crier haut et fort mes convictions, et qui sait, quelqu'un pourra aller au-delà de la question et plier bagage. Merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Et bon Ramadan à ceux qui le font.